Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable empire, qui a tout de même très peu de chances de contre-attaquer étant donné qu'ils ne savent même pas que j'existe, Monopoly. Alors là, c'est colossal, hein. Monopoly, c'est plus de 200 millions de boîtes vendues, c'est édité en 47 langues et présent dans 114 pays différents. Je suis presque sûr que tu y as déjà joué, c'est un incontournable. J'ai pas dit que tu aimais, j'ai dit que tu y avais déjà joué. C'est pas pareil. On compte plusieurs centaines de versions différentes, hein, dont 208 rien qu'aux États-Unis. Des villes, des clubs de foot, des séries, des jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts. Et donc il y a plus de monde qui peuvent avoir envie d'en acheter, hein. Ça va ensemble. La dernière version en date, c'est celle-ci, Madame Monopoly. Une version très engagée de la célèbre licence. Le but affiché et revendiqué par la marque, c'est de lutter contre les discriminations et les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Pas que dans le jeu, hein, dans la vraie vie en général, comme une idée véhiculée par le jeu. Et ça, pour le coup, c'est plutôt louable. Concrètement, dans Madame Monopoly, les femmes commencent avec plus d'argent et touchent également plus à chaque passage à la case départ. Le but, vous l'aurez compris, est de dénoncer les écarts salariaux à travail égal. Je rappelle que selon l'INSEE, aujourd'hui en 2019, les hommes gagnent 23% de salaire en plus que les femmes. Autre particularité du jeu, on n'achète plus des rues, mais des inventions faites par des femmes. L'éditeur précisant qu'il souhaite mettre en avant l'inventivité des femmes dans un monde où elles ne possèdent que 10% des brevets d'invention. Ce qui est tout de même cocasse lorsque l'on sait d'où vient le Monopoly. Bon, ok. On va reprendre l'histoire depuis le début. Nous voilà donc en 1904 où Elizabeth Magie eut l'idée d'inventer un jeu de société inspiré par l'économiste Henry George, The Landlord's Game. Son but, dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires et donc lutter contre les monopoles. Eh oui, vous avez bien entendu. Elle veut dénoncer les monopoles fonciers avec son jeu. Bref, chose importante à savoir pour la suite, Elizabeth Magie obtiendra un brevet pour The Landlord's Game en 1905. Le jeu se diffuse par bouche à oreille et c'est ainsi qu'il arrive chez Charles Darrow, l'inventeur officiel du Monopoly tel qu'on le connaît. Darrow est un ingénieur qui se retrouve au chômage à la suite de la crise de 1929. Il décide de revisiter le jeu de Magie en prenant une toile cirée pour faire le plateau et en fabriquant les maisons avec des chutes de bois. Content du succès qu'il obtient auprès de ses proches, il décide de présenter son jeu à un éditeur, qui va refuser. Darrow envoie son jeu au plus grand éditeur états-unien d'alors, Parker Brothers, mais celui-ci note dans le jeu pas moins de 52 erreurs fondamentales, parmi lesquelles la longueur du jeu. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais Darrow, il y croit dur comme fer à son petit jeu. Alors il va aller le faire éditer lui-même et le mettre en vente dans quelques magasins de Philadelphie et d'Atlantic City, dont le nom des rues du jeu sont issus. Et le succès est au rendez-vous. Parker Brothers revient alors sur sa décision et décide de faire éditer son jeu dès 1935. Dès la première semaine, le jeu est édité à hauteur de 20 000 exemplaires. Et même si les frères Parker n'estiment pas ce succès comme étant durable, ils préfèrent se protéger en rachetant le brevet du jeu de Magie en 1936. Et là, je reviens brièvement à Madame Monopoly. Je n'ai pas pu trouver la liste des inventions présentes sur le plateau du jeu puisqu'il est sorti récemment, mais je suis prêt à parier qu'il n'y a pas The Landlord's Game. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous savez. Quoi qu'il en soit, à l'époque, Magie accepte de vendre son jeu pour 500 $, ce qui était déjà très peu. D'autant plus qu'elle n'exige aucun droit d'auteur sur la revente des Monopoly. Curieux, me direz-vous? Eh ben pas tant que ça. Je rappelle que Magie a créé son jeu dans le but de dénoncer les monopoles financiers. Et à l'époque, elle s'est dit être ravie de voir les valeurs de son jeu se diffuser le plus possible. Ironie du sort, le Monopoly symbolise aujourd'hui presque à lui seul le capitalisme tout entier. D'ailleurs, Darrow fut le premier auteur de jeux de société à devenir millionnaire. C'est con. Fort de son succès aux États-Unis, les frères Parker décident d'envoyer une version du jeu en Angleterre, chez Waddington, et ça dès 1935. Les Anglais sont très emballés, mais demandent toutefois une légère modification, mettre le nom des rues de Londres en lieu et place de celle d'Atlantic City, pour que le jeu se vende mieux au Royaume-Uni. Ouais, ça va pas tarder les versions différentes. On peut dire que ça fait un peu partie de l'ADN du jeu. Petite anecdote, il n'y a qu'un seul pub dans le Monopoly londonien, The Angel. Le directeur de Waddington a demandé à sa secrétaire, Marjorie Phillips, de dresser une liste des lieux à écrire dans le jeu. Et c'est dans ce pub qu'elle y a joué pour la première fois. Dès les années 40, le jeu est d'ores et déjà un classique et commence à se répandre partout dans le monde. C'est d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale que le Monopoly est entré dans l'histoire. La grande histoire. Le ministère de la Guerre anglais a contacté Waddington en lui demandant de créer des jeux qui, je cite, « si on les utilise efficacement, pourraient aider les prisonniers de guerre ». Une phrase lourde en sous-texte qui amènera Waddington à créer un département secret au sein de son entreprise. On imagine alors des Monopoly dans lesquels une boussole et des limes sont cachés dans le plateau, des billets de banque remplacent les billets du jeu, et enfin des cartes des prisons dans lesquelles le jeu sera expédié sont cachées parmi les cartes chance afin de faciliter l'évasion des prisonniers. Ces jeux sont introduits dans plusieurs prisons, par l'intermédiaire de fausses associations humanitaires, et grâce au manque de vigilance de certains gardiens. De quoi donner un tout autre sens à la célèbre carte « Vous êtes libéré de prison ». Aujourd'hui, on sait que ce stratagème est à l'origine de plusieurs centaines d'évasions tout de même. Chapeau. Après-guerre, l'épopée continue. Tout d'abord, Parker Brothers fut racheté par General Mills en 1968, elle-même rachetée par Tonka en 1987, le tout repris par Hasbro, l'éditeur actuel, en 1991. Bon ok, Monopoly est partout, propose 1 milliard de partenariats et de versions différentes,
mais pourtant le jeu original se vend toujours autant. Alors comment ils font? Eh bien si une chose est sûre, c'est que Monopoly ne manque pas d'imagination pour que l'on parle toujours de son jeu. Les dérivés, on en a déjà parlé, mais même pour renouveler son jeu original sans le renouveler, ils sont très forts. Tenez les pions par exemple. Certes, ils ont légèrement varié depuis l'origine du jeu, bien que certains soient là depuis le début, mais globalement tout le monde connaît les pions du Monopoly. Eh bien en 2013, Monopoly a proposé aux internautes de voter pour le pion qui serait remplacé et pour celui qui prendrait sa place. Résultat des courses, le fer à repasser a été remplacé par le chat, tremblement de terre médiatique, et on est reparti pour des milliers de boîtes de jeux vendues. Ah non mais je vous avais dit, ils sont très forts. Au passage, on peut aussi citer quelques partenariats qui font de Monopoly une véritable marque, comme la FDJ en 96 qui avait sorti un ticket à gratter, ou encore une célèbre chaîne de fast-food américain qui organise régulièrement un jeu concours Monopoly. Du côté des dérivés, certains ont également marqué les esprits, comme en 1989 où le jeu est enfin édité en Russie, où il avait été interdit des années durant pour les motifs que je vous laisse deviner. En 92, c'est une version célébrant l'Union Européenne qui verra le jour, version collector aujourd'hui puisque des rues anglaises y figurent pour célébrer la présence du Royaume-Uni dans l'Union. Et que dire de cette version que vous connaissez sûrement déjà, anti-Monopoly, qui consiste à détruire le monopole acquis par une seule et même personne, comme c'est le cas à la fin d'une partie de Monopoly classique. Non, je déconne. Celui-là, contrairement aux idées reçues, il n'est pas sous la licence Monopoly. Bien au contraire même. C'est en 1973 que Ralph Hanspatch, un professeur d'économie états-unien, a décidé de commercialiser cette version qui dénonce en tout point la vision capitaliste du Monopoly. L'idée est simple, faire des procès aux filiales du monopole pour le casser peu à peu. Mais ça va pas plaire du tout aux frères Parker qui attenteront un procès à Ralph Hanspatch pour l'utilisation du terme Monopoly, qu'ils considéraient alors comme protégé par leur brevet. Après 10 ans de procès, la défense révélera l'existence du jeu de Maggie et de son rachat par les frères Parker. Les deux parties se mettent d'accord, et Hanspatch obtient le droit de garder le terme anti-Monopoly. Le jeu existe toujours d'ailleurs, il est édité par University Games, et vous pouvez le trouver au rayon jeux de société à côté des autres Monopoly. L'idée fausse qu'il fasse partie de la grande famille Monopoly est encore aujourd'hui très répandue, y compris chez les vendeurs, et dans certains tops des meilleures versions du jeu de Monopoly que l'on voit passer de temps à autre sur internet. Bref, on peut dire que Maggie s'est complètement foirée en vendant son jeu à bas prix aux frères Parker. Déjà parce qu'il est devenu le symbole même de ce qu'elle espérait combattre, et ensuite parce que les frères Parker ont tenté un procès à celui qui était le plus proche de ses idées d'origine, Ralph Hanspatch. Mais ça va, aujourd'hui l'honneur est rétabli. Monopoly la cite dans sa campagne de promo pour Madame Monopoly. C'est bon, justice est faite, non? Non. Et oui, car selon moi, le jeu Madame Monopoly ne va toujours pas dans le sens de ce que Maggie voulait faire. D'abord, si l'on voulait vraiment célébrer les inventions faites par les femmes, pourquoi ne pas sortir une version revisitée du jeu The Landlord's Game? Après tout, ils le font bien pour les versions originales du jeu Monopoly. Et puis parce que tout ça ressemble quand même pas mal à de l'enfumage. Sous prétexte de vouloir changer la société, comme le voulait Maggie dans les années 20, en célébrant les inventions faites par les femmes et en revendiquant l'égalité salariale dans un jeu, on est en droit de se demander si Hasbro, la compagnie qui édite ce jeu, respecte elle-même les égalités salariales. Pour être honnête, je suis pas certain. Bon, rendons à César ce qui est à César. Il faut reconnaître que bon nombre de joueurs de jeux de société viennent au jeu après avoir joué à Monopoly. Le Monopoly est au jeu de société ce que le blockbuster hollywoodien est à la cinéphilie. Une colossale porte d'entrée. Ça et les jeux d'alcool, hein. Chacun sa porte d'entrée. Mais je veux pas savoir par où t'es passé, hein. Ça me regarde pas. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du Monopoly. D'ailleurs, qui sait, peut-être qu'un jour il y aura un Monopoly à Topic. Ouais, bon, ok, il y a peu de chance. Mais par contre, un jeu d'alcool à Topic, ah là, vous connaissant, il y a tout de même plus de chance. Ah, super idée, ça. Ouais, je m'y mets tout de suite. Salut!